Karima, n'oublie pas, tu es une miraculée. Alors, je vais tout mettre en œuvre justement pour pouvoir m'en sortir. Je ne peux même plus marcher, je suis vraiment handicapée, hémiplégique. Et mon mari me traîne, me porte, m'emmène au bord du lac et là, là, je m'effondre. Alors, bonjour à toutes et à tous. Merci pour votre présence. J'ai été très bien présentée par Raphaëla. Effectivement, je m'appelle Karima Sari. J'ai vécu un AVC gravissime. Je suis aujourd'hui sophrologue en communication PNL. Je suis grand-mère de 2 petits-enfants. Et ce que j'aimerais, c'est vous accompagner dans mon histoire. Alors, pour vous permettre de vous situer, je vous ramène en 2006. Alors, en 2006, je suis enceinte de 2 bébés. J'ai donc une grossesse gémellaire. J'attends donc 2 bébés. Je suis heureuse de les accueillir. Et à 7 mois de grossesse, j'apprends qu'il y a un souci et que je dois aller à l'hôpital en urgence. Et arrivé là-bas, j'apprends que l'une d'elles décède. Alors, on provoque l'accouchement par césarienne et à ce moment-là, je vis un paradoxe total puisque ce jour-là, le 11 janvier 2006, j'accouche d'un bébé vivant et j'accouche d'un bébé décédé. Alors, ça a été pour moi un paradoxe total, une ambivalence complète, car je ne savais pas si je devais me réjouir de la naissance de ma fille vivante ou si je devais me pleurer pour ce deuxième bébé qui m'avait quittée. Et nous n'avions aucune raison, nous ne savions pas du tout pourquoi ce bébé était décédé, en fait. Une année passe dans la tristesse, dans l'incompréhension, dans la colère. Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Pourquoi ça m'arrive à moi? Pourquoi les autres ont leur bébé, pas moi? Et je m'étais tellement projetée avec ces 2 petites filles. La tristesse s'installe, l'incompréhension, la frustration. Alors, je ne vis jamais l'instant présent. Malheureusement, pour celle qui est vivante, j'ai du mal à l'accueillir puisque je ne peux pas être joyeuse. La pauvre, je pense qu'elle subit un peu ma tristesse. Je lui transmets mon stress et mon angoisse de ne pas avoir les deux. Une année passe dans ce ressentiment, dans ces émotions négatives. Et en avril 2007, on me contacte pour me dire qu'effectivement, on va me faire le rapport d'autopsie, car je voulais vraiment comprendre pourquoi mon deuxième bébé était décédé. Alors, je sais que j'ai rendez-vous en avril 2027. Pardon, excusez-moi, 2007. Et au moment où je dois me préparer pour aller à mon rendez-vous, je suis tranquillement assise sur mon canapé. Ma petite fille, mon petit bébé fait sa sieste. Et à ce moment-là, tout bascule. Je me repose sur mon canapé après une journée bien remplie d'une maman. Vous savez bien qu'est-ce qu'une journée bien remplie d'une maman. Donc, bien pleine. Et là, je me repose tranquillement sur mon canapé. Ma petite fille fait sa sieste. Et d'un seul coup, tout bascule. Je me sens comme débranchée, complètement confuse. Alors là, je commence à avoir peur parce que je ne comprends pas ce qui se passe et j'appelle en urgence mon mari en lui disant « Écoute, arrive vite ». Il travaille sur Grenoble et il arrive en urgence. Et il me voit complètement déconnectée de la réalité sur mon canapé. Alors il appelle en urgence SOS médecin qui arrive au bout de quelques heures. Alors quand il arrive, je suis sur le canapé, je n'ai aucune réaction, je ne peux plus bouger, je suis complètement débranchée et j'attends sans me rendre compte vraiment de ce qui se passe en fait. Alors SOS médecin arrive, sans m'ausculter, il me baisse le pantalon et me pique au niveau de la fesse, piqûre de Valium, sans m'ausculter. Alors moi, à ce moment-là, j'étais déjà déphasée. Alors là, je l'étais encore plus, parce qu'une piqûre de Valium, ça vous déconnecte complètement de la réalité. Et là, je me dis, mais j'ai pas envie de dormir, j'ai pas envie de mourir. Et à ce moment-là, je ressens mon bébé que j'ai perdu à mes côtés.
et qui me dit, ne t'inquiète pas, sois tranquille, tout va bien se passer. Je sens sa présence. Et elle me demande de boire pour évacuer ce Valium. Alors, je n'avais aucune manière d'analyser ce qui m'arrivait, puisque j'étais complètement déconnectée puis débranchée de cette matrice de la réalité. Alors ensuite, le lendemain matin, donc je bois toute la nuit, je ne suis jamais seule. Je n'ai plus de douleur, puisque quand j'ai eu l'AVC, j'ai senti une douleur violente dans ma tête, et du coup, qui avait complètement disparu avec cette nuit passée. Par contre, je sens que mon corps se paralyse de plus en plus. Ma main se paralyse, ma jambe se paralyse et je me sens vraiment enfermée dans ce corps, sans pouvoir interagir, sans ne pouvoir rien faire du tout. Le lendemain matin, mon mari me voit dans cet état, puisque la veille, le médecin lui avait dit « Vous inquiétez pas, c'est qu'une crise d'angoisse. » Vous savez, quand on est une femme, on a souvent des angoisses, paraît-il. Donc, une piqûre de Valium et puis ça ira mieux le lendemain matin. Alors, ne vous inquiétez pas, monsieur, ça ira bien. Le lendemain matin, ben non, ça n'allait pas du tout. Parce que j'étais complètement... je me dégradais de plus en plus et puis mon corps ne me suivait plus du tout. Et alors, mon mari décide de m'emmener voir mon deuxième médecin traitant qui me connaît depuis 20 ans. Alors, nous arrivons dans son cabinet. Il me regarde et il me dit « Mais enfin, vous avez une tête de zombie? Vous devriez aller vous coucher ?» Mon mari lui dit « Écoutez, elle ne va pas du tout. On lui a fait une piqûre de Valium, aidez-la. » Moi, je ne pouvais pas du tout interagir, donc je subissais vraiment l'environnement dans lequel j'étais. Alors, il dit à mon mari, écoutez, ce que nous allons faire, c'est lui prescrire des anxiolytiques, des antidépresseurs et des somnifères, sans m'ausculter. Mon mari, très bien, complètement confiant en la médecine, très bien. Alors, il me traîne, il me ramène avec lui, il prend le traitement, il me donne encore des anxiolytiques, des antidépresseurs. Et attendez, parce qu'en fait, il dit à mon mari, et il est important qu'elle consulte un psychiatre. Alors mon mari se dit, ça y est, ma femme est devenue folle. Je pars le matin et au travail, et quand je rentre, ma femme est folle, en fait. Elle est devenue folle, ma femme. Alors, ce qui se passe, le lendemain, il m'emmène voir ce fameux psychiatre qui m'a été recommandé par mon médecin traitant. Alors, troisième médecin. Donc, je vois le psychiatre qui, lui, ne m'ausculte pas non plus et me dit, et dit à mon mari, parce que moi, je suis complètement déconnectée, donc je subis, je suis un objet qu'on pose et, voilà, et qu'on emmène et on dispose de mon corps complètement. Et donc, il dit à mon mari, mais vous savez, ce traitement ne va pas, nous allons changer le traitement. Alors, il me redonne un nouveau traitement, une autre marque certainement, celle qu'on lui a peut-être recommandée en tant que laboratoire, je ne sais pas. Alors, nouveau traitement, donc il me transmet encore des anxiolytiques de nouvelle marque, antidépresseurs de nouvelle marque et des somnifères. Mais moi, je ne veux pas dormir. Je veux vivre. Je n'ai pas du tout envie de dormir. Je ne veux pas mourir. Je veux vivre. Je ne veux pas qu'on m'endorme. Je ne veux pas qu'on m'endorme. Alors, ce deuxième jour, donc, on me donne ce traitement. Je suis complètement dépendante des autres. On me pose, on me dépose. Je suis un objet qu'on trimballe, qu'on hisse. Je me sens bien, puisque au fond de moi, je suis complètement déconnectée de cette matrice. C'est comme si, par exemple, les gens vivaient, ma famille vivait à l'extérieur, et moi, j'étais donc devant l'écran de télévision, et j'étais dans une autre dimension. Donc, je ne souffrais plus. Mon bébé était avec moi, c'était parfait. Je n'avais plus de douleur, j'étais vraiment dans la bienveillance, et je voyais donc ces gens qui s'agitaient en face de moi. Je n'avais aucune émotion pour eux, puisque je n'avais pas l'impression d'être avec eux. Alors, je les voyais vivre à travers cet écran de télévision. Et moi, j'étais tranquillement avec mon bébé, que j'ai appelé Mélek. Alors, Mélek, dans ma langue d'origine, veut dire ange. Pour moi, d'avoir perdu ces petits anges, donc je lui ai donné ce nom, Mélek. Alors, Mélek est tout le temps avec moi. Elle me rassure en me disant, mais tu sais, ce n'est pas ton heure.
De l'autre côté, ils ont encore besoin de toi. Elle me faisait comprendre que tout allait bien se passer, qu'elle était là pour me mettre en sécurité. Euh, j'ai vécu une expérience pleine d'amour inconditionnel. J'ai vécu un moment de paix et de sérénité malgré l'expérience que je vivais. Car je n'étais pas seule, j'étais avec mon bébé que j'avais perdu 1 an auparavant. Vous imaginez un peu cette expérience? Pour moi, ça a été vraiment extraordinaire de la retrouver, de l'entendre, de la sentir. Elle ne m'a jamais quittée, jamais quittée. Alors ensuite, le 4e jour, donc je vois un médecin, 2 médecins, 3 médecins. Le 4e jour, mon mari décide de me ramener chez un 4e médecin en se disant peut-être que celui-là va aider ma femme puisqu'il ne voyait aucune amélioration. Alors il m'emmène voir ce médecin, il me hisse encore, il me transporte encore. Je ne mange plus, je ne bois plus, j'ai la bouche complètement tordue, je suis handicapée en fauteuil roulant, je ne peux plus, je suis complètement hémiplégique. Mais moi, de l'autre côté, tout va bien, je ne suis pas seule. Je suis vraiment dans une autre dimension pleine d'amour. Et Melek m'a dit que tout allait aller bien, donc je ne suis pas du tout inquiète et je n'ai même pas conscience de ce que j'ai. Je n'ai même pas conscience de ce qui se passe de l'autre côté, puisque moi, je suis bien. Et pour moi, c'est ça qui est important. C'est comme si mon âme flottait hors du temps. Donc, le temps n'existe plus. Je n'ai plus de repères. Je suis dans l'instant présent, tout simplement. Tout simplement. Alors, je vous prie de m'excuser, car je ne suis pas habituée aux conférences. Hein, vous savez, pour moi, ce n'est pas une conférence, c'est une causerie. Alors, parfois, je prends des temps de pause. Au niveau de la communication, j'ai quelques petits troubles encore. Alors, je demanderai d'être très indulgent avec moi, si vous le voulez bien. Merci infiniment. Merci infiniment. Je vais faire du mieux que je peux. Alors, de temps en temps, je prends des petits repères, là. Alors, ce 4e jour, je rencontre ce 4e médecin, qui ne m'ausculte toujours pas. Il ne m'ausculte toujours pas. Et il dit à mon mari, ne vous inquiétez pas. Cette fois, j'ai une chance, il ne me change pas le traitement. Il dit simplement, laissez le temps des médicaments de faire leur effet. Mon mari, d'accord. Je vais laisser le temps aux médicaments de faire leur effet. Alors, il me retrimballe avec lui et appelle ma mère en disant, écoutez, là, vraiment, j'ai besoin de vous. Karima, ça ne va pas du tout. Je crois qu'elle a besoin d'aide quand même. Alors, maman, qui a un certain âge et qui est donc qui est berbère, qui est issue du Maghreb, alors, elle ramène avec elle de l'encens et puis elle dit, mais moi, je vais pouvoir aider ma fille du mieux qu'elle pouvait, la pauvre. Elle m'installe, elle trace un cercle autour de moi et elle commence à faire un rituel avec de l'encens et à faire des incantations autour de moi. Et elle tourne avec ses incantations. Et moi, je n'ai même pas, vraiment pas du tout conscience de ce qui se passe. Et donc, maman continue à faire ses prières avec son encens en espérant m'aider du mieux qu'elle pouvait. Et en même temps, je me disais, ce sera peut-être plus bénéfique tous ces traitements qu'on m'a donnés qui étaient inutiles. Parce que quand une personne fait un AVC, au contraire, on ne l'endort pas, on prévient l'accident, puisqu'un AVC, il est important qu'il soit pris dans les 6 heures. Nous perdons par minute 2 millions de neurones. 2 millions de neurones. En sachant que je suis restée 4 jours sans soins. Vous me faites le calcul ou pas? Qui peut me le faire? Allez. Capable ou pas capable? Qui peut me calculer 2 minutes sur 4 jours et 1 minute, et 2 millions de neurones? Alors, vous imaginez un peu le nombre de neurones que j'ai perdus? Je ne contrôle plus rien. Donc, maman fait son incantation, fait ses prières autour de moi avec son encens. Mon bébé est toujours près de moi me disant, ne t'inquiète pas, tout va bien se passer. Ce n'est pas ton heure. Ils ont besoin de toi de l'autre côté. Donc, tu vas te voir revenir.
Alors, je suis complètement sereine tout le temps, hein. Malgré tout ça, je suis vraiment sereine et j'accueille les choses. Je n'ai même pas conscience de mon corps, en fait, puisque je n'existe pas. Je vois simplement l'écran de télévision, puis je vois la vie qui se passe devant moi et je ne peux même pas interagir et je n'ai vraiment pas conscience de ce qui m'arrive puisque je suis bien avec mon bébé, sereine, tranquille. Vous imaginez un peu? Vous arrivez un peu à vous projeter pendant ces 4 jours, tout ce que j'ai donc traversé comme expérience entre les médecins qui ne décèlent pas l'AVC, entre mon mari qui me trimballe de droite à gauche, entre ses incantations, entre tout ça. Et moi, tout le temps, je suis bien avec mon bébé. Et rien n'est plus important, je retrouve mon bébé perdu. Alors ensuite, maman propose à mon mari de m'emmener me promener. Me promener au bord du lac. Elle dit, tu sais, maintenant que je lui ai fait donc ses incantations, ses prières, ce rituel, elle va aller mieux. Emmène-la un peu la promener. Alors on m'emmène me promener. On me hisse, on me traîne, donc je traîne la patte, hein, parce que je ne peux même plus marcher. Je suis vraiment handicapée, hémiplégique. Et mon mari me traîne, me porte, m'emmène au bord du lac. Et là, là, je m'effondre. Je pense que le corps ne suit plus. Et là, je m'effondre, je m'évanouis, je tombe. Et je vomis sans arrêt, sans arrêt. Et là, mon mari, enfin, s'inquiète et m'emmène en urgence à l'hôpital. Et à l'hôpital, avant de nous accueillir, il y a donc un médecin de garde qui vous voit d'abord et ensuite, c'est lui qui va donc décider si jamais on doit vous hospitaliser ou pas. Alors, dès qu'il me voit, il se met à hurler sur mon mari en lui disant « Mais vite, elle est en plein AVC, emmenez-la d'urgence à l'hôpital. » Il ne m'a pas ausculté, il m'a simplement vu et il a vu qu'il était en plein AVC. Donc, mon mari a enfin réagi et m'emmène aux urgences de l'hôpital. Et là-bas, on me prend tout de suite. Hein. Tout le monde s'affole, on me prend. Mon mari explique que ça fait 4 jours que je suis comme ça et on me trimballe, donc on me fait passer un scanner. Et on dit à mon mari, écoutez, elle a eu un AVC gravissime. Donc, son diagnostic vital est engagé. On ne sait pas si elle va vivre. On va lui donner maximum 1 mois, mais nous ne sommes pas certains qu'elle vivra parce que là, c'est vraiment grave. Alors, moi, je suis tout le temps dans ma dimension. Je ne réagis pas. Je deviens un objet. Ce système hospitalier me destitue de mon corps. Il ne m'appartient plus, mon corps. Il leur appartient. Alors, on me prend. On me pique. On me fait des soins. On me passe une théo, des caméras au niveau veineux. On me fait un check-up complet des examens et je n'ai même pas conscience de tout ça. Je suis vraiment encore dans une autre dimension. Au fil des soins, je reviens tout doucement et donc on explique à mon mari que justement j'ai fait un AVC. J'ai fait un AVC. Hein. Je ne dis pas j'ai eu, je dis j'ai fait. Puisque pour moi, toutes les maladies sont psychosomatiques. Donc je me suis fait un AVC. Et j'ai eu un AVC ischémique. Ça veut dire qu'un petit caillot a bouché une artère. Du coup, ça empêche le sang de circuler, donc on manque d'oxygène et puis d'éléments nutritifs pour le cerveau. Voilà. Et puis, il y a une autre forme d'AVC, c'est l'AVC hémorragique, qui, lui, justement, c'est une petite artère qui éclate, en fait, une rupture et du coup, ça crée donc une hémorragie au niveau de votre cerveau. Et moi, j'ai fait un AVC ischémique. C'est vraiment un petit caillou qui bouchait une artère. Donc, mon mari a enfin un diagnostic et il peut poser un mot à ce qui m'arrive et simplement, il ne sait pas si je vais vivre et il est inquiet car j'ai encore mon bébé, ma première jumelle qui est née, qui m'attend à la maison. Donc, du coup, ma sœur devient maman de substitution. Elle s'occupe d'elle et de moi, donc on me prend, on me nourrit, je suis un légume, en fait. Je suis un poids pour ma famille. Je deviens un poids pour ma famille. Alors, dans l'attente, donc séjour à l'hôpital, je suis à l'hôpital. Je suis paralysée en fauteuil roulant.
complètement déphasée. Et j'ai une petite anecdote à vous indiquer, c'est qu'en fait, je suis hémiplégique. En fait, l'hémiplégie, c'est ça. J'ai mon bras qui est paralysé comme ça. Tout le côté gauche ne fonctionne pas. Et tous les matins, quand on me pose mon petit déjeuner, c'est donc un petit thé avec un petit sachet de biscottes. Mais on ne me l'ouvre pas. Alors, j'ai bien essayé avec les dents, donc je l'ai pris, j'ai essayé de l'arracher avec les dents parce que j'avais envie de manger. Eh bien, écoutez, pas possible. Pendant un mois, je n'ai pas petit déjeuner. Et tous les midis, c'était pareil, puisqu'en fait, on me servait mon déjeuner avec des plats sous vide. Donc, il fallait tirer l'opercule, maintenir le plat, et donc, ce n'était pas fait. Donc, je n'ai pas pu déjeuner non plus. Ça a été compliqué. Et plus les jours avançaient, et plus je revenais quand même à moi. Je revenais à moi et je commençais à rentrer dans cette réalité, dans cette matrice qui n'était plus ma dimension où j'étais bien. Et là, je commençais à ressentir les douleurs des membres atrophiés. Alors, je demandais le soir à la veilleuse de nuit à me donner un petit cachet qui me permettait quand même de calmer la douleur. Alors, effectivement, elle me posait mon petit cachet, mais il était emballé sous aluminium. Vraiment, j'ai jamais pu l'ouvrir. Je n'ai jamais réussi à ouvrir ce cachet. Donc, pendant un mois, j'ai vécu une expérience très, très difficile et j'en garde encore un mauvais souvenir. J'ai tellement été traumatisée. Je me souviens que quand je passais devant un hôpital, mon cœur battait, j'avais peur, ça réactivait toutes ces émotions négatives que j'avais vécues. Puis en même temps, je ne blâme personne. Je comprends très bien qu'actuellement, dans le système de santé, ils restreignent de plus en plus les moyens. Donc, du coup, aujourd'hui, on a une médecine qui est de plus en plus lamentable. Manque de moyens, manque de personnel. Donc, je n'ai blâmé personne. J'ai essayé de comprendre leurs difficultés aussi au personnel et en même temps, j'ai dû subir ce système qui fait qu'aujourd'hui, voilà, on va plus mettre l'accent sur la rentabilité que sur la qualité des soins. Voilà dans quel système nous évoluons actuellement. L'hôpital doit être rentable. Voilà, aujourd'hui. C'est triste, hein? C'est vraiment triste. Alors, j'étais dans ma chambre d'hôpital et un médecin vient me voir, un jeune médecin. J'étais en train de pleurer puisque je prenais enfin conscience de ce qui m'arrivait et puis de ce nouveau corps que je ne connaissais pas et que j'allais devoir accueillir et accepter. Alors, ce médecin rentre dans ma chambre et me dit « Ne pleurez pas. Vous êtes une miraculée puisque un mois était passé, j'étais encore là, encore vivante. » Alors, ce médecin me dit « Ne pleurez pas, vous êtes une miraculée. » Alors, il explique qu'il part pendant une année en Inde. Il prend une année de congé pour voir un peu comment les soins s'exercent dans d'autres pays. Et il me dit, alors, je vais quand même vous donner un conseil. Tous les soirs avant de vous endormir, vous allez vous imaginer en train de marcher, en train de courir. Vous allez visualiser votre main qui bouge. Parce qu'en fait, il m'explique que ce n'est pas du tout mécanique, mais c'est neurologique. Et donc, nous avons des mémoires cellulaires et mon cerveau a cette mémoire. Il se rappelle que ma main bougeait et que ma jambe bougeait. Alors, je m'exécute et cette parole, ne pleurez pas, vous êtes une miraculée, va résonner en moi. Et vraiment, j'avais donc deux ressources qui me permettaient aujourd'hui de guérir. Mélek qui me disait, ne t'inquiète pas, tout va bien se passer. Et ce docteur qui me dit, ne pleurez pas, vous êtes une miraculée. À partir de là, je me suis dit, Karima, maintenant, tu ne vas plus être une patiente. Tu vas prendre ta guérison en main. Tu vas être actrice de ta guérison. Aujourd'hui, tu vas décider de guérir et tu vas demander aux médecins de collaborer. Ils vont collaborer avec toi dans ta guérison. Alors du coup, je n'étais plus victime, plus patiente. Je devenais souveraine en âme et conscience.
et souveraine de mon corps en tant qu'individu à part entière. Alors là, il y a tout un processus qui se met en place. Je stimule plein de ressources au fond de moi. Mon énergie est différente. Et là, je suis prête à évoluer, effectivement, et à confirmer à ce médecin que oui, je ne pleure plus. Je suis une miraculée. Et là, je commence le processus de guérison, déjà mentalement. Alors, j'évolue de mieux en mieux et je commence à reprendre conscience que je ne suis pas un objet, je suis moi, Karima, en tant qu'individu à part entière, et que c'est mon corps et qu'il m'appartient. Alors, j'ose et je demande au médecin, écoutez, j'ai besoin d'une permission, j'ai envie de rentrer chez moi. On va passer un petit week-end pour me ressourcer en bonne énergie et me couper un peu de ce milieu médical et peut-être que je pourrais mieux petit déjeuner le matin. Donc, j'explique au médecin que le matin, je ne petit déjeune pas, que je ne déjeune pas. Et du coup, j'obtiens ma permission grâce à ma volonté, grâce à mes résiliences. Alors, je passe un week-end chez moi. Ça se passe très, très mal. Hein, parce qu'en fait, j'ai plus aucun repère. Je ne reconnais plus ce corps. Je suis complètement désemparée et je me dis, mais qu'est-ce que je vais devenir, hein? Comment je vais pouvoir m'occuper de mon bébé qui m'attend, qui n'avait qu'1 an? Vous imaginez un peu? Une maman handicapée, la main qui marche plus en fauteuil roulant. Et bien sûr, mon appartement, rien n'était adapté. Alors là, vraiment, ça a été une angoisse et en même temps une prise de conscience en disant, mais Karima, n'oublie pas, tu es une miraculée. Alors, je vais tout mettre en œuvre justement pour pouvoir m'en sortir. Alors, je retourne à l'hôpital. Après cette permission. Et de retour à l'hôpital, j'exprime le besoin de carrément sortir de l'hôpital en disant, écoutez, maintenant, les soins sont faits, j'ai vraiment besoin de sortir de l'hôpital. Et ils me disent, mais non, vous ne pourrez pas sortir. Nous allons attendre qu'une place se libère pour qu'on puisse vous transférer directement dans un centre de rééducation. Alors moi, je leur dis non. Je ne vais pas attendre qu'une place se libère, je vais rentrer chez moi, je vais prendre des soins en privé à l'extérieur. Et là, enfin, je redeviens souveraine de ma vie. Je redeviens actrice de ma guérison et je leur dis non. Je vais rentrer chez moi et je vais donc prendre un kiné à l'extérieur et je vais donc m'organiser pour trouver justement des disciplines qui vont me permettre d'évoluer, de grandir. Voilà. Parce que je grandissais aussi psychologiquement du fait que j'étais maître de moi-même. Donc, je n'étais plus infantilisée. J'étais moi, Karima, en tant qu'individu à part entière et adulte. Je n'étais plus une enfant où on choisissait pour moi. Cette fois, c'est moi qui faisais le choix de faire ou de ne pas faire. Enfin. Alors, je sors de l'hôpital. Je me retrouve chez moi. Je fais du mieux que je peux. Hein. Et une anecdote, je suis en salle d'attente, j'attends que mon mari me récupère. Il était en train de préparer les documents de sortie et je trouve un petit document, un prospectus et c'est écrit interaction pour les cérébrolésés. Je dis tiens, cérébrolésés, ça me correspond. Alors je prends le document. Je rentre à la maison et je ne communiquais pas comme ça parce que je parlais vraiment c'était vraiment saccadé. Je n'arrivais pas à communiquer. Alors, je prends le téléphone quand même, puis j'appelle Interaction et je leur parle du mieux que je peux. Et je tombe sur une personne qui comprend tout à fait mon handicap et qui me dit, prenez votre temps, expliquez-moi et ne soyez pas inquiets, ne stressez pas. Alors, je lui explique du mieux que je peux que j'ai besoin qu'on m'aide et que j'ai besoin de leur service. Alors, de suite, elle fixe un rendez-vous et elle me dit, écoutez, semaine prochaine, on vient vous rencontrer. Donc, la semaine prochaine, là, la semaine qui suit, des personnes viennent me rencontrer et elles sont complètement stupéfaites de me voir dans un tel état. Je suis couchée tout le temps dans le noir, je ne réagis plus, je suis handicapée, je ne mange pratiquement plus, j'ai une fatigabilité mais intense. Je n'ai plus, enfin, je n'ai plus aucune vie sociale, la fatigue j'ai vraiment l'impression d'avoir 100 ans tellement que j'ai du mal à communiquer, j'ai du mal à me lever, je ne peux plus rien faire. Alors du coup, elle me voit, donc une ergothérapeute vient avec une assistante sociale et puis une neuropsychologue. Et de suite, elles mettent un protocole en place et du coup, ça leur permet
de pouvoir me trouver une place plus facilement dans ce centre de rééducation. Et donc, je peux y aller simplement en hôpital de jour. Alors du coup, j'ai cette chance de pouvoir accéder à ce type de soins en hôpital de jour. On va pratiquer donc l'ergothérapie, l'orthophonie pour pouvoir parler, la kiné. Et puis j'entreprends une psychanalyse que je ne comprends pas ce qui m'est arrivé avec mes legs. Donc je me dis, est-ce que je suis devenue folle? Est-ce qu'au niveau cognitif, du fait d'avoir perdu des neurones, j'ai perdu la tête en même temps, puisque c'est ce qu'on me faisait comprendre du fait que je sois restée 4 jours sans soins. On me disait qu'au niveau cognitif, je n'étais plus la personne d'avant, que la Karima d'avant n'existait plus en fait, que j'étais en grande difficulté, en grand handicap, même au niveau physique et au niveau cognitif. Alors j'entreprends une psychanalyse, j'ai fait de l'orthopsie parce que du coup mon champ de vision est restreint, de la neuropsychologie, et je découvre la sophrologie. Alors la sophrologie me permet de me mettre dans un état modifié de conscience en fait. Et ça me renvoie à l'état quand j'étais avec mon bébé, en fait. Alors, à chaque fois, je me reconnecte à mon bébé. Et pour moi, c'est une ressource. Alors, je découvre la sophrologie. Et dans l'état modifié de conscience, je m'autorise à exister et à vivre en tant qu'individu. Alors, je peux bouger ma main, je peux courir, je peux avoir des activités, je retrouve des lieux agréables, je retrouve mon bébé, je communique avec elle. Ça réactive un imaginaire extraordinaire. Et du coup, les ressources sont vraiment stimulées puisque je crée dans mon cerveau une réalité qui n'existe pas encore dans le monde, mais qui existe dans mon monde. Et là, je prends conscience que, en plus d'être actrice de ma vie, je peux même être créatrice de ma vie. Donc, ça veut dire que tu es créatrice de ta vie. Vous êtes tous créateurs de votre vie. En stimulant certaines ressources, nous avons justement cette capacité à créer notre réalité. Alors, sans qu'on m'ait rien appris, sans que j'ai fait des études, sans que je ne suis pas médecin, je ne connaissais pas du tout le monde spirituel, puisqu'avant, j'étais donc cadre dans un grand domaine. Je gérais donc 2 équipes, j'étais assez superficielle. Je ne croyais pas du tout en toutes ces choses. Quand on me parlait de spiritualité, je disais, mais enfin, je n'y crois pas. Et j'ai vu l'expérience. J'ai vu l'expérience qu'en fait, il n'y a pas que mon cerveau, il y a plus que ça. Que mon cerveau n'est pas ma conscience. Que j'ai une capacité à me connecter à cette conscience. Alors, je sors complètement de mon mental, qui est complètement matrixé et programmé par mon histoire, par mon enfance, par mes blessures, par mes valeurs, mes principes. Alors, j'apprends à éteindre ce mental et à me connecter à ce qui est plus grand que moi. Dieu ou la source ou l'univers. Alors, j'apprends à me connecter à cette force qui me permet aujourd'hui de créer ma réalité, de me soigner, de guérir, de pouvoir me projeter dans l'avenir. Alors, je dis à la neuropsychologue, mais tu sais, mais moi, c'est ce que je vais faire. Je vais devenir sophrologue. Alors, elle me dit, écoute, Karima, pourquoi pas? J'entreprends les démarches pour devenir sophrologue. Alors, ce que je fais, je prends rendez-vous chez Pôle emploi et je vous promets, quand je lui explique mon projet, elle me rit au nez. Elle me rit au nez. En me disant, mais vous plaisantez, j'espère. Vous ne serez jamais capable. Puisque, au niveau cognitif, vous avez fait un AVC et vous ne pourrez jamais travailler ni reprendre des études. Alors, je lui réponds que ce n'est pas à elle à choisir pour moi et que je suis pleinement convaincue de mes capacités aujourd'hui et que je vais reprendre des études de sophrologue. Alors, ce que je fais, j'ai fait intervenir l'ergothérapeute, la neuropsy, qu'il lui faut un courrier en lui expliquant qu'elle se porte garante pour moi. Donc, je redeviens encore une enfant.
on se porte garant pour moi et pour que je puisse accéder à ce type de formation, puisque vous pensez bien que financièrement, je ne pouvais pas tout financer. Ça faisait un moment que je ne travaillais plus. Alors, Pôle emploi accepte et j'intègre l'école de sophrologie. Donc, je rencontre la directrice qui me dit « Karima, pas de souci. » Alors, je prépare un mémoire de 50 pages, je deviens sophrologue en communication PNL. Et je me forme encore en psychogénéalogie, en constellation familiale systémique. Je suis bientôt prof de yoga nidra. Et j'écris un livre. Voilà. Ce que j'aimerais vous dire, c'est que vous êtes tous acteurs de votre vie et tous souverains. Vous êtes plus qu'un corps, vous êtes une âme. Et vous êtes tous des miraculés. Alors ne pleurez pas, vous êtes vraiment tous des miraculés. Et aujourd'hui, vous êtes vraiment capables de créer votre vie et votre réalité. Voilà. Merci à vous, Karima. Nous sommes désolés, malheureusement, le temps nous presse. Nous n'avons pas vraiment le temps pour des questions, peut-être seulement une question, si jamais. Autrement, voilà. Nous vous remercions d'avoir été là et merci beaucoup pour votre témoignage qui était très touchant et qui nous a beaucoup touchés. Merci, Karima. En tout cas, je serai donc à la librairie d'en haut. Si vous avez des questions à me poser, je vous accueille. Voilà, à la librairie en haut, il y aura tous les ouvrages, parmi lesquels le livre de Voyage autour d'un AVC. Vous aurez plus de détails si cela vous intéresse. Avec plus de précision. Alors voilà, je vous disais donc, voilà, je serai donc en haut. On m'accueille à la librairie. Je présentais mon livre où j'ai justement fait un protocole de guérison, un processus toutes maladies confondues. J'expliquais un peu comment j'ai réussi à activer toutes mes ressources, tout mon potentiel, puisque en chacun de nous, nous sommes nés avec ça. On ne nous a pas après les activer. Donc, je vous apprends à respirer, je vous apprends à réactiver vos ressources, votre potentiel. Alors, soyez vraiment acteur de votre vie, soyez souverain de votre âme et créez votre propre réalité. Ayez confiance en vous. Merci infiniment pour votre présence.